On sait avec certitude que notre planète fut dès l'origine soumise à un bombardement intensif de météorites. Que ces météorites issus de la formation du système solaire comportent des molécules organiques complexes. Que certaines de ces molécules enfin ont pu survivre à leur chute brutale sur Terre. Ça va? Je ne sais pas. Stop. Je peux enlever ma robe? Non, non, plus tard. Jean-Claude, lis plutôt la citation de bataille. On reprend au début. Vas-y, Jean-Claude. Je le répéterai sur tous les tons. Le monde n'est habitable qu'à la condition que rien n'y soit respecté. Bien. Maintenant, les informations. Je me déshabille? Non, plus tard. Vas-y, Jean-Claude. Maison de Radio France, mai 1996. Trace numéro 1, enregistrement du 10 décembre 1954. Il y a à partir d'un certain moment une nécessité pour la sensibilité de faire appel au trouble. On ne peut pas émouvoir sans que le trouble soit en jeu. Flashback. Nous sommes à Reims au tout début du siècle. Georges Bataille a 5 ans, ou 7, ou 10. Sur cette photo, il en a 33 et il est l'auteur anonyme d'un livre scandaleux, Histoire de l'œil. Il y a longtemps qu'il a fait l'apprentissage du malheur. Trace numéro 2, enregistrement du 20 mai 1951. J'avais un frère qui avait 7 ans de plus que moi. Mon père était aveugle, ma mère n'en était pas réjouie. La maison était très triste. Vous avez toujours connu votre père aveugle? Oui, toujours. Est-ce que vous vous rappelez les premières impressions quand vous étiez tout enfant et que vous avez pu ressentir en découvrant que votre père ne voyait pas? Et oui, en effet, il arrivait que mon père reste dans la pénombre, puisque allumer une lumière n'avait pas de sens pour lui. Si personne d'autre n'était là que moi, personne n'allumait de lampe. Et je restais là, je me rappelle, dans un état de prostration et de dégoût même, très profond. Je me rappelle très bien des heures passées dans la pénombre, qui étaient vraiment parmi les plus pénibles de ma vie. Mais vous deviez, étant petit enfant, avoir l'impression que votre père ne pouvait pas se proposer, lui, un but défini dans la vie. Car un aveugle, c'est quelqu'un qui est séparé du monde extérieur, qui est obligé de marcher à tâtons. Et il est possible que, inconsciemment, vous ayez déjà eu en vous un certain sentiment d'inanité, de diriger et de centraliser ses efforts vers un but défini, parce que le père, lui, n'était pas capable de le faire. Ceci est peut-être d'autant plus vrai que vous avez dit une chose qui m'a frappé. Vous parliez de mon père comme marchant à tâtons. Mon père ne marchait pas à tâtons pour la bonne raison qu'il était aussi paralytique. Que la terreur est douce, s'écriera Georges Bataille. Pas une ligne où, comme au soleil, la rosée du matin ne joue la douceur de l'angoisse. Comme si le malheur attirait le malheur, en 1914, les circonstances noircissent encore le tableau. C'est la guerre. Georges, qui vient de se convertir au catholicisme, quitte Reims avec sa mère, abandonnant le paralytique aux mains d'une femme de ménage. 4 ans plus tard, cette brochure édifiante consacrée à Notre-Dame de Reims reviendra sur les images d'Apocalypse. Le 19 septembre, c'était un déchirement d'obus où la mort frappait les enfants, les femmes, les vieillards. L'incendie crépitait et rageait de rue en rue. Les maisons s'effondraient. On mourait écrasé sous les décombres, brûlé vif. Puis les Allemands incendièrent la cathédrale.
Lorsque Georges retourne à Reims, son père est mort. Image à jamais obsédante. J'ai abandonné seul mon père, l'aveugle, le paralytique, le fou, criant et gesticulant de douleur, cloué dans un fauteuil crevé. Pendant les 10 années qui suivent la mort de son père, Bataille travaille à renverser le sens du malheur. Non pas à en effacer la fatalité, mais bien à en renverser le sens. Il sera clair là-dessus. Le malheur m'accablait, l'ironie intérieure répondait, tant d'horreur te prédestine. En moins de 10 ans, sa foi se retourne comme un gant. Mais il s'agit du même gant. Et très vite, il établit la chaîne des métaphores qui s'épanouiront en variations infinies dans de brefs récits volcaniques, crachant une lave brûlante qui tiendra longtemps à distance les poètes, les philosophes, tous les professionnels de la pensée. On raconte, écrit-il par exemple, que les sorcières au sabbat élevaient le derrière nu vers le ciel et se faisaient planter une torche en flammes dans le trou du cul pour éclairer la messe. Et d'évoquer Van Gogh fixant le soleil et collant autour de son chapeau une couronne de bougies allumées pour se promener dans la nuit. En 1928 paraît Histoire de l'œil, illustrée par André Masson. « Mettez-le-moi dans le cul, sœur Edmond » cria Simone. Et sœur Edmond faisait délicatement glisser l'œil entre les fesses. Mais finalement, Simone me quitta, arracha le beau globe des mains du grand Anglais, et d'une pression posée et régulière des 2 mains, elle le fit pénétrer dans sa chair baveuse au milieu de la fourrure. Pour bien comprendre la portée tragique de ce livre joyeux et blasphématoire, il faut se reporter à l'épisode de Granero, page 67. Cet épisode est emprunté à un fait divers sanglant auquel Bataille a lui-même assisté le 7 mai 1922. Ce jour-là, à Madrid, la corne d'un taureau défonce l'œil droit du torero Manuel Granero. Fait divers providentiel qui permet au thème de l'œil, jusqu'ici retenu dans la trame du récit, de dominer la composition jusqu'à son dénouement. L'œil arraché de Granero, c'est le regard mort de son père que Bataille scrute jusqu'à l'écœurement. « J'ai, comme Oedipe, deviné l'énigme, déclara-t-il. Personne n'a deviné plus loin que moi. » À la nuit qu'engendre le regard mort de son père, Bataille oppose un soleil qui en est l'impossible. Le fait de fixer le soleil, note-t-il, a été tenu pour un symptôme de démence incurable, et des médecins aliénistes ne l'égalaient qu'à celui de manger ses excréments. Nous y voilà. Tout Bataille qui a lu Freud, Nietzsche, Dostoïevski, Proust, Sade, tout Bataille sortira de l'exploration hallucinée de cet inventaire. La merde, la pourriture, la sexualité, la mort et la dépense sans retour dont le soleil sera la métaphore majeure. Le soleil qui donne sans jamais recevoir, dit Bataille. Ce soleil, ajoute-t-il, qui maintenant emprunte son éclat à la mort, a enseveli l'existence dans la puanteur de la nuit. Peu avant d'écrire Histoire de l'œil, Bataille avait entrepris une brève analyse avec le docteur Adrien Borel. À cette occasion, le docteur Borel lui avait communiqué le cliché d'un supplice chinois appelé supplice des 100 morceaux. Image qui le poursuivra toute sa vie et dans laquelle il discernera une valeur infinie de renversement. « Je suis hanté, écrira-t-il, par l'image du bourreau travaillant à couper la jambe de sa victime au genou. La victime ligotée debout, les yeux révulsés. La grimace des lèvres laisse voir les dents. » En 1928, Histoire de l'œil est un livre crypté. Aujourd'hui, c'est un témoignage criblé d'indices biographiques, comme si la substitution du nom de Bataille à son pseudonyme, Lord Hoche, avait révélé le versant documentaire de l'ouvrage que masquait jusqu'ici l'extravagance de la fiction. Nous savons par exemple que les ruines évoquées dans le dernier chapitre sont celles-ci, c'est-à-dire celles du château d'Apchon. Bataille, qui enfant en avait fait un lieu de pèlerinage, y retournera à plusieurs reprises au cours de sa vie. Une ancienne photo en témoigne. Vous voyez,
Le voici accompagné de 2 jeunes femmes que le temps a emportées. Quel âge a-t-il? 27 ans? 28 ans? À quelques kilomètres du château d'Apchon, ce village perdu d'Auvergne dont parle aussi Bataille n'est autre que Rion-es-Montagne, le berceau de la famille de sa mère où Georges a passé de nombreuses vacances. Interminable journée d'été, méditation solitaire, promenade sans but dans les environs, à pied, à bicyclette. Bataille qui n'a guère connu son lieu de naissance, Billon dans le Puy-de-Dôme, Bataille n'oubliera pas Rion-es-Montagne. Le seul pays où quelque chose de mon enfance demeure attaché, écrira-t-il. La maison de famille est au cœur du village, à portée de voix des fidèles qui se rendent à la messe dans l'église voisine. On raconte que le petit Georges s'est laissé enfermer ici toute une nuit. Et en 1914, lorsque la guerre l'a chassé de Reims, n'a-t-il pas plus d'une fois trouvé refuge entre ces murs avant de s'inscrire au petit séminaire de Saint-Flour. Bataille perd la foi à l'instant où il découvre la force déstabilisante du rire. Découverte décisive, découverte vertigineuse. L'enfer lui-même n'y résiste pas. Bataille insistera. À quel point les images de l'enfer au porche des églises devraient nous sembler dérisoires. L'enfer est l'idée faible que Dieu nous donne involontairement de lui-même. 1 an avant sa mort, il confiera à Madeleine Chapsal que ce dont il aura été le plus fier, c'est d'avoir brouillé les cartes, c'est-à-dire d'avoir associé la façon de rire la plus scandaleuse avec l'esprit religieux le plus profond. Rien, en effet, de ce qu'écrit Bataille ne peut être entendu sans que, d'une manière ou d'une autre, le rire n'entre en jeu. Tandis qu'Histoire de l'œil entame une existence souterraine, en 1929, Bataille émerge dans l'Époque avec Documents, une revue abondamment illustrée consacrée à l'archéologie, aux beaux-arts, à l'ethnographie, aux variétés. Bataille y donne ses premiers articles déroutants, sur des thèmes eux-mêmes peu fréquentés. Le cheval académique, le langage des fleurs, le gros orteil. C'est peu dire que Bataille dérange l'orthodoxie des avant-gardes. À l'heure où Breton et ses amis surréalistes mettent en circulation de belles créatures imputrescibles, Bataille préfère s'intéresser à la secrète épouvante causée à l'homme par son pied. Aux yeux de Breton, Bataille est un obsédé qui ne considère au monde que ce qu'il y a de plus vil, de plus décourageant et de plus corrompu. Bien vu, qui pourrait s'enorgueillir d'un diagnostic aussi irréfutable. Cependant, la vie continue. Enfin, la vie. Le 15 janvier 1930, la mère de Bataille meurt au 85 de la rue de Rennes. Là-haut, derrière ses volets fermés. Et c'est une scène inconcevable que Bataille relatera à plusieurs reprises de manière voilée, mais qu'il consignera 13 ans plus tard avec la sécheresse d'un rapport de police. Je me suis branlé nu, dans la nuit, devant le cadavre de ma mère. Provocation, nécrophilie, hommage filial, parodie des derniers sacrements. Derrière les volets clos, il faut imaginer cette nuit de terreur, où un homme quelconque, mais coupable de tous les crimes, décide de faire de sa culpabilité l'instrument d'une chirurgie intime, atroce et insupportable. Mais le 30 janvier 1933, Hitler s'est rendu maître de l'Allemagne. Au cours de ces années hantées par le spectre du fascisme, la place de la Concorde est le théâtre de troubles violents. De jour comme de nuit, les ombres de la Révolution errent parmi les voitures. Pour Bataille, la place de la Concorde est la place de la terreur. Le peuple a tous les droits, écrit-il. Le peuple est même en droit d'ignorer les souffrances qu'il exige.
Lorsque Document a disparu, Bataille a rejoint la critique sociale de Souvarine, où il publie des textes qui engagent sa pensée plus loin encore dans l'analyse de l'animal humain. Bataille, penseur politique, il faudra bien se résoudre à le reconnaître. L'année même du Front populaire, après avoir échoué à rassembler l'avant-garde de gauche autour d'un projet de front commun contre le fascisme, il invente une nouvelle revue qui porte le nom d'Acéphale et regroupe quelques amis convaincus. André Masson, Roger Caillois, Pierre Klossowski. Acéphale, c'était une façon de parler et de dire contre le fascisme, contre les exploitations, les fausses exploitations de Nietzsche, une restitution, une défense de cette politisation qui venait d'Allemagne de Nietzsche, n'est-ce pas? Et montrant parler du vrai Nietzsche à tout point de vue. Et non, c'était très très précieux, certainement un travail extrêmement précieux. Et puis aussi, pas seulement en Allemagne, mais en France, n'est-ce pas? Aussi, de façon extrêmement étroite d'exploiter Nietzsche. Il y avait eu de très belles premières éditions, qui étaient très intéressantes. Et puis alors finalement, tout un côté révolutionnaire. Dans la nuit mentale qui enveloppe l'époque, Acéphale brille d'un éclat incomparable. Une poignée de collaborateurs, 5 numéros parus, sous l'égide d'une triade tutélaire. Sade, Kierkegaard, Nietzsche. La couverture est dessinée par André Masson. C'est Bataille qui donne le ton. La vie humaine est excédée de servir de tête et de raison à l'univers. Voici un monstre sans tête qui m'emplit d'angoisse parce qu'il est fait d'innocence et de crime. Sous la poussée de Nietzsche, Bataille renverse le ciel des valeurs ambiantes. Trace numéro 3, enregistrement du 10 décembre 1954. En vérité, c'est une bénédiction et une malédiction que d'enseigner, sur toute chose, se trouve le ciel hasard, le ciel innocence, le ciel à peu près, le ciel témérité. Par hasard, c'est là la plus ancienne noblesse du monde, je l'ai rendue à toute chose, je les ai délivrés de la servitude du but. Vous voyez, n'est-ce pas, il s'agit essentiellement de délivrer les choses, c'est-à-dire l'existence et le monde, du but. Et Nietzsche est toujours dans le même sens. Il proteste contre l'assignation d'un but aux choses, l'assignation d'un but au monde. Pour lui, le monde n'a pas de but et par conséquent, qu'est-ce qu'il nous reste possible? C'est de rire de ce qu'il est. Mais non pas de rire comme il est banal de rire en s'apercevant d'une supériorité que l'on a sur celui dont on rit, mais de rire d'un rire définitif. Le rire dans les conditions nietzschéennes est un rire tragique. Il n'y a aucune possibilité de rire à partir de la connaissance de Nietzsche sans aller jusqu'au bout des possibilités du rire. C'est-à-dire de rire tragiquement, de rire comme on rirait devant un crucifix. Il faut, dira encore Bataille, mettre sur le même plan l'univers risible, une femme nue, un supplice. Entre une femme, un supplice et l'univers risible existe une sorte d'identité. Ils me donnent envie de me perdre. La forêt de Saint-Nom-la-Bretèche a-t-elle été l'un de ces lieux de perdition, s'il est vrai qu'un sacrifice humain aurait été envisagé pour sceller la complicité qui liait entre eux les membres d'Acéphale réunis en société secrète. Innommable secret, sur lequel Bataille se taira, à sa manière. Il me faudrait m'en aller nu sous la pluie, un bandeau sur les yeux et manger de la terre.
Non, il ne faut pas prendre ça au sérieux. On avait des réunions en pleine forêt, devant un arbre foudroyé, et des choses comme ça, n'est-ce pas? Et alors, il fallait se recueillir. Et je crois qu'Aïwa s'intéressait beaucoup à ça. Mais en réalité, non. Il y a eu beaucoup de mise en scène. Beaucoup de mise en scène. Innommable secret. Ses lèvres s'ouvrent au baiser comme un doux marécage, comme un fleuve qui s'écoule sans bruit, et ses grands yeux noyés de plaisir s'ouvrent sur une scène pleine de folie. Cris et chuchotements, horreur sans fin. Trace numéro 4, enregistrement du 20 mai 1951. Le bonheur pour vous, le bonheur le plus grand, paraît être en rapport avec la plus grande intensité des sensations perçues. Eh bien, je peux préciser ma pensée assez facilement. L'intensité des sensations est précisément ce qui détruit l'ordre. Et je ne crois pas que cela ait d'autre intérêt. Il est essentiel pour les hommes d'arriver à détruire, en somme, cette servilité à laquelle ils sont tenus du fait qu'ils ont édifié leur monde, le monde humain, monde auquel je tiens, d'où je tiens la vie, mais qui tout de même porte avec lui une sorte de charge, quelque chose d'infiniment pesant, qui se retrouve dans toutes nos angoisses et qui doit être levé d'une certaine façon. En fait, il est certain que je préfère entendre une sonate que si l'on me tirait un coup de canon dans l'oreille. L'intensité est cependant plus grande si l'on me fait un bruit énorme dans l'oreille, comme cela, exprès pour m'embêter. Il me semble qu'on peut toujours dire ceci, c'est que l'intensité des sensations vaut à la condition qu'on puisse la supporter. Dans la vie de débauche que mène Bataille et où il puise ses interrogations les plus fortes, quelques femmes auront compté plus que d'autres. Sylvia, Colette, Denise, Diane. Or, Colette Peignot, qui avait choisi de s'appeler Laure, meurt à 35 ans fin novembre 1938, dans cette maison qu'elle partage avec Bataille à proximité de la forêt de Saint-Nom-la-Bretèche. Je ne dis pas comment sa mort arriva, écrira Bataille, bien que la nécessité de le dire existe en moi de la façon la plus terrible. Ici aussi, il reste beaucoup à deviner. La douleur, l'épouvante, les larmes, le délire, l'orgie, la fièvre, la mort. Secret gardé. Un an plus tard, le 5 septembre 1939, 2 jours après la déclaration de guerre, il commence d'écrire Le Coupable. Trace numéro 5, enregistrement de février 1961. Je dois dire que le Coupable est le premier de mes livres qui m'ait donné une sorte de satisfaction, anxieuse d'ailleurs, que ne m'avait jamais donné aucun livre, et qu'aucun livre ne m'a donné depuis. C'est peut-être le livre dans lequel je suis le plus moi-même, qui me ressemble le plus, parce que je l'ai écrit comme dans une sorte d'explosion assez rapide et assez continue. Des filles nues, dévêtues à demi, comme un hoquet, comme un plancher qui craque. Et plus loin, ce qui précède n'était pas écrit de sang-froid. Mai 1940, voyage éclair à Rion-Esmontagne. J'arrive, écrit Bataille, au jour où les parties lointaines de ma vie se mêlent à ce qui m'est à cœur aujourd'hui. Rien ne m'empêcherait maintenant de frapper du pied la marche d'un autel où peut-être je saignerais. Rien en effet ne l'empêchera en septembre-octobre 41 d'écrire un récit fulgurant qui paraîtra sous pseudonyme Madame Edwarda. Madame Edwarda me fascinait, je n'avais jamais vu de fille plus jolie ni plus nue. Sans me quitter des yeux, elle prit dans un tiroir des bas de soie blanche, elle s'assit sur le lit et les passa. Le délire d'être nue la possédait.
Cette fois encore, elle écarta ses jambes, ouvrit la fente. Nous sommes ici au cœur de l'instant bataillien où toutes choses pâlissent devant l'horreur qu'autorise la nuit. On comprend que Bataille, qui écrit le supplice dans la foulée de Madame Edwarda, est tenu à faire remarquer qu'il n'aurait pu écrire le supplice s'il n'en avait d'abord donné la clé lubrique. Et cette clé, c'est Edwarda, nue, tirant la langue au milieu d'une salle bondée d'hommes et de femmes. La voix de Madame Edwarda était obscène. « Tu veux voir mes guenilles » disait-elle. Assise, elle maintenait haute une jambe écartée. Pour mieux ouvrir la fente, elle achevait de tirer la peau des deux mains. Ainsi les guenilles d'Edwarda me regardaient, velues et roses, pleines de vie comme une pieuvre répugnante. Je balbutiai doucement. « Pourquoi fais-tu cela ?»« Tu vois, dit-elle, je suis Dieu. Je suis fou. Mais non, il faut que tu regardes. Regarde. » Vendredi 26 avril 1996. Un voyageur et son ombre arrivent à Vézelay. Marche sous ses pins, recommande l'ombre et regarde les montagnes derrière toi. Le soleil se couche. Le voyageur sourit et s'éloigne. En 1943, atteint de tuberculose pulmonaire, Bataille trouve refuge ici, dans cette maison étroite posée au bout d'une longue bande de terrain que divise une allée de buis. À l'autre bout de l'allée, le jardin forme terrasse. À Vézelay, Bataille rencontre Diane Kochoubet de Beauharnais qui sera sa dernière compagne. La voici sur la terrasse qui domine les remparts du village. Elle sourit à l'objectif. C'est l'été probablement. Tout l'indique. Auprès d'elle, Bataille rit. Instant de pur bonheur, chute hors du temps. La guerre est loin. Quelle heure est-il ? Avec la chute du jour, écrit Bataille, cesse l'agitation angoissée. Je vais sur la terrasse m'étendre dans ma chaise longue. Le ciel est pur et pâli. Des hauteurs en ondulation s'étendent au loin, par-delà le calme des vallées. Lorsqu'il se rend sur les lieux un demi-siècle plus tard, le voyageur s'informe. Qu'écrit Bataille en cette époque bénie ? Qu'attend-il de lui-même ? Le moins que l'on puisse dire est que sa pensée et ses obsessions ne lâchent pas prise, il suffit de le lire. Ici, une tentative d'autobiographie. L'école des Chartes qui l'a conduit à la Bibliothèque nationale. La religion. Huisman. J'aimais Huisman, écrit-il, et ceci. Je voulais connaître le Moyen-Âge afin de ne pas être enfermé dans le temps présent. Tout au long de ces années, Bataille remplira de nombreux cahiers. Journaux intimes, carnets de bord, poèmes, essais, récits, fragments divers. Certains d'entre eux seront regroupés et deviendront des livres. L'expérience intérieure, sur Nietzsche, Histoire de rat, La part maudite, l'Alléluia. Sorte de catéchisme à l'usage de Diane, sans doute. Tu dois savoir en premier lieu que chaque chose ayant une figure manifeste en possède encore une cachée. Ton visage est noble, il a la vérité des yeux dans lesquels tu saisis le monde. Mais tes parties velues sous ta robe n'ont pas moins de vérité que ta bouche. 1946, Bataille réfléchit à l'intérêt qu'aurait une revue représentant l'essentiel de la pensée humaine prise dans les meilleurs livres, et invente Critique, revue mensuelle que les éditions de Minuit accueilleront 4 ans plus tard. Comme document en 1929, comme acéphale en 1936, comme le Collège de sociologie en 1937, Critique répond au besoin qu'éprouve Bataille de rompre l'isolement où le tient l'approfondissement de sa pensée. Il faut pourtant y revenir à cette pensée qui ne fut peut-être jamais aussi active, aussi crucifiante que durant ces années de guerre et d'immédiate après-guerre. En considérant la forêt de pierre de la basilique de Vézelay,
Le voyageur n'a pas de mal à imaginer le pire. Bataille en Saint-Jérôme, méditant devant un crâne de cheval, s'imprégnant jusqu'à l'égarement des pages brûlantes d'Angèle de Foligno et écrivant sous la dictée. Le pouce dans le con, le ciboire sur les seins nus, mon cul souille la nappe de l'autel. Blasphème, messe noire, sabbat de sorcière, le voyageur se souvient. Je voulais connaître le Moyen-Âge afin de ne pas être enfermé dans le temps présent. Et une image lui revient soudain, obsédante et grotesque. Au milieu d'un essaim de filles, Madame Edwarda, nue, tirait la langue. La position de la chance, avril-juin 1944. Vézelay, 24-1-43. Que c'est ennuyeux de réfléchir tout le temps sur tout le possible. La phénoménologie de l'esprit. Ciel étoilé, ma sœur, homme maudit, étoile, tu es la mort, la lumière d'un grand froid, solitude de la foudre, absence de l'homme, enfin, je me vide de mémoire, un soleil désert efface le nom. 13-14 avril 44, Samoa. J'ai honte de moi, je serai mou, influençable. Je vieillis. En 1943, la maladie avait obligé Bataille à abandonner son poste de bibliothécaire. En 1949, le manque d'argent l'oblige à le reprendre, à Carpentras d'abord où il s'ennuie, puis à Orléans où il s'installe en 1951. Le mardi 23 avril 1996, le voyageur se rend à Orléans. Pour Bataille, après 2 années de purgatoire, Orléans est un havre de paix. Proximité de Paris, appartement de fonction, nouvelle aurore. Comme toujours, à Orléans, la douloureuse liberté de sa pensée s'accompagne d'un effort de conceptualisation qui sera longtemps incompris. Je ne suis pas un philosophe, précise-t-il pourtant. Je suis un saint, peut-être un fou. Trace numéro 6, enregistrement du 10 décembre 1954. Évidemment, ce que j'ai à dire est tel que son expression a plus d'importance pour moi que le contenu. La philosophie, en général, est une question de contenu. Mais je fais, pour ma part, appel davantage à la sensibilité qu'à l'intelligence. Et dès ce moment, c'est l'expression par son caractère sensible qui compte le plus. D'ailleurs, ma philosophie ne pourrait en aucune mesure s'exprimer sous une forme qui ne soit pas sensible. Il n'en resterait absolument rien. C'est seulement à partir du moment où je donne une forme qui pourrait passer pour passionnée, qui peut aussi passer pour noire, mais je ne crois pas être plus noir que Nietzsche. Vers 10 heures, le voyageur découvre une bibliothèque saccagée par les nécessités du temps et appelle à lui la meute errante des souvenirs, d'où émane une vague odeur de rat. Voici la salle de lecture, telle qu'elle était. Voici Bataille, tel qu'il était. Et voici la réserve où étaient entreposés les ouvrages, ce jour-là colonisés par les rats. Ces rats, écrit Bataille, qui nous sortent des yeux comme si nous étions des tombeaux.
Devant ce désastre banal, le voyageur se sent aspiré par le vertige de la lecture. Cette partie des filles entre la mi-jambe et la ceinture, qui répond violemment à l'attente, y répond comme l'insaisissable passage d'un rat. Vers la fin de l'après-midi, le voyageur se presse vers la conclusion de sa randonnée. Il traverse le jardin inchangé que surplombent les fenêtres de la salle de lecture et fait un saut de 35 ans en arrière. En février 1961, un an avant la mort de Georges Bataille, une jeune journaliste suit le même chemin. Le jardin, le hall d'entrée, le sombre petit couloir. Elle est reçue par Bataille dans son bureau du rez-de-chaussée d'où, en se penchant un peu, il peut apercevoir le chevet de la cathédrale. Instant volé au temps qui passe. La jeune femme s'appelle Madeleine Chapsal. Elle est accompagnée d'un photographe et enregistre l'entretien sur un magnétophone portable. Depuis plusieurs années, Bataille est atteint d'artériosclérose cérébrale. Il est bon de le savoir. Trace numéro 7, enregistrement réalisé par Madeleine Chapsal en février 1961. Mais enfin, tout le monde sait très bien ce que représente Dieu pour l'ensemble des hommes qui y croient et quelle place il occupe dans leurs pensées. Et je pense en supprimant le personnage de Dieu à cette place-là, il reste tout de même quelque chose, il reste une place vide. Et c'est de cette place vide que j'ai voulu parler. Au fond, c'est à peu près la même chose que ce qui arrive quand on prend conscience pour la première fois de ce que signifie, de ce qu'implique la mort. C'est-à-dire le fait que tout ce que l'on est, est fragile et périssable, que l'on est par conséquent destiné à avoir ce sur quoi nous basons tous les calculs de notre existence se dissoudre comme dans une espèce de brume inconsistante. Est-ce que ma phrase est finie ou bien... Oui. Peut-être que si elle n'est pas finie, ça n'exprime pas si mal ce que j'ai voulu dire. Ce qu'il y a de valable dans les religions, c'est ce qui est contraire au bon sens. La vie d'un mystique chrétien est contraire au bon sens dans la mesure où elle n'admet pas l'immortalité, où elle... oui. Contraire au bon sens, attendez, j'ai peur de m'embrouiller. Si, au sens commun. Oui, mais je me suis bel et bien embrouillé parce que j'ai oublié quelque chose, une maille, et je suis comme les vieilles dames qui tricotent et qui lâchent une maille. Et ça m'arrive souvent, vous voyez, mon cerveau fonctionne encore, mais il y a des mailles qui me lâchent. Et je crois que cela tient à son état. Il y a en effet, par exemple, quand j'ai une attaque, c'est une grosse maille qui lâche. Et je dis cela parce qu'au fond, je tiens beaucoup à parler en matérialiste. J'y tiens vraiment. Je me sens d'accord avec tout ce qui est matérialiste, à une condition, c'est que l'on ne croit pas, pour être matérialiste, obligé de supprimer ce qui est tout de même une richesse. Par exemple, ces émotions qui ne sont pas entièrement différentes de la folie, qui ne sont en tout cas pas jamais entièrement différentes
de ce qu'est l'amour, par exemple. En quittant la bibliothèque, le voyageur est saisi d'une crampe mortelle. Il pousse son ombre devant lui dans la direction opposée aux rayons du soleil qui pourrit sur l'horizon. Plus loin, au fond du jardin, des enfants jouent. Le voyageur ne les a pas remarqués. « Où allons-nous » demande-t-il. L'ombre se tait. Sa réponse arriverait trop tard. Une fois encore, le voyageur se souvient. « Nel mezzo del cammin di nostra vita » Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais dans une forêt obscure, car j'avais perdu la voie droite. Ah, qu'il est dur de dire ce qu'elle était, cette forêt féroce, âpre et forte, qui réveille la peur dans la pensée. Le voyageur salue le poète et ouvre une dernière fois Histoire de l'œil. Chapitre 1, l'œil de chat. Elle avait des bas de soie noire qui montaient jusqu'au-dessus du genou, mais je n'avais pas encore pu la voir jusqu'au cul. Ce nom que j'ai toujours employé avec Simone est de beaucoup pour moi le plus joli nom du sexe. Or, il y avait dans le coin d'un couloir une assiette contenant du lait destiné au chat. Les assiettes, c'est fait pour s'asseoir, n'est-ce pas, me dit Simone. Paries-tu, je m'assois dans l'assiette. Je parie que tu n'oses pas, répondis-je à peu près sans souffle. Simone plaça l'assiette sur un petit banc, s'installa devant moi et ne quittant pas mes yeux, s'assit sans que je pusse la voir sous sa jupe tremper ses fesses brûlantes dans le lait frais. Alors je me couchai à ses pieds sans qu'elle bougeât, et pour la première fois je vis sa chair rose et noire qui se rafraîchissait dans le lait blanc. Le 1er mars 1962, Georges Bataille s'installe à Paris, rue Saint-Sulpice. Le 8 juillet, il vomit son âme en présence d'un ami, Jacques Pimpano. Diane était partie en Angleterre, j'avais invité des amis, au contraire pour mettre un peu d'animation. Donc j'avais invité des amis à dîner, comme ça je me souviens toujours, c'était un samedi soir. Et puis après le dîner, ça s'est très très bien passé, il était en pleine forme, je veux dire. Et malheureusement, après le dîner, il dit « je suis fatigué » et puis il est allé se coucher. Et dans son sommeil, il est rentré dans le coma. Puis quand j'ai appelé Frankel, voyant que ça allait pas bien, Frankel, son médecin, est venu. On l'a transporté à la ENEC, mais était trop tard, il n'est jamais sorti du coma. Il est mort dans la nuit du dimanche au lundi. À ce moment-là, dimanche, Frankel a dit tout de suite qu'il fallait appeler Diane au téléphone, qui est arrivé donc le lundi à journée. Il a été enterré à Vézelay. Diane voulait qu'il n'y ait personne. Donc, il y avait simplement les Léris, qui nous avaient emmenés en voiture d'ailleurs, Jean-Pierre, Diane et moi. Mais je ne sais pas s'ils verront cette émission. Il y a eu un jeune couple qui, très discrètement, est resté en haut du talus, qui domine le cimetière de Vézelay, qui était là, et puis quand on est remonté du cimetière, on voulait s'approcher d'eux pour demander qui ils étaient, les voir, leur dire bonjour. Mais ils se sont enfuis, on n'a jamais su qui c'était. Ce n'étaient pas des gens de Vézelay. Le 8 juillet 1962, Georges Bataille a donc enfin rejoint sa vieille, sa fidèle copine, au ventre glacé et aux dents de chacal, la mort. Il peut enfin et pour toujours s'en aller nu, un bandeau sur les yeux et manger de la terre. Il a depuis longtemps fait le compte de ce qui accompagne un événement aussi peu considérable. Les fossoyeurs, les trous, les mouches d'eau, le vent, le soleil et l'horreur sans borne.
Flashback, mai 1935. Bataille met un point final à un livre hanté par l'époque. L'Espagne, l'Allemagne, le fascisme, la mort. Troppmann et Dorothy arrivent à Trèves, en Allemagne. C'est la nuit, une nuit électrique qui bientôt embrasera toute l'Europe. La terre sous le corps de Dorothy était ouverte comme une tombe. C'est Troppmann qui parle. Son ventre s'ouvrait à moi comme une tombe fraîche. Nous étions frappés de stupeur, faisant l'amour au-dessus d'un cimetière étoilé. Chacune de ces lumières annonçait un squelette dans une tombe. Nos corps tremblaient comme deux rangées de dents claquent l'une dans l'autre. Ce livre s'appelle Le bleu du ciel et figure en bonne place dans la tombe jumelle édifiée avec la piété qui convient dans le jardin de la mémoire universelle. Mais comment ne pas admirer l'ironie noire qui a baptisé œuvre complète un ensemble de textes dont chaque page célèbre le triomphe de l'inachevé. Dieu merci, cette tombe ferme mal.